Mesdames, Messieurs, voici donc la dernière séance du cours de cette année sur les politiques migratoires. Évidemment, après chaque cours, une fois qu'il est mis en ligne, je me réécoute, je me regarde, pas par narcissisme, mais plutôt par masochisme, car évidemment, la prise de vue et l'enregistrement ont le redoutable pouvoir de révéler les lapsus, les coquilles, les petits trous de mémoire, les erreurs de date, les flottements, parfois des annonces non suivies d'effets. J'explique que dans quelques minutes, je reviendrai sur tel sujet et je n'y reviens jamais, enfin tout ça. Mais j'imagine que l'auditeur aura pu rectifier de lui-même tous ces manquements. C'est le prix à payer pour le choix que j'ai fait de ne pas lire intégralement un texte tout près, de m'appuyer la plupart du temps, mais pas toujours, sur un diaporama. Aujourd'hui, il n'y aura pas de diaporama. Et donc de me réserver des plages d'improvisation et parfois même de procéder à de commenter des ouvrages très récemment parus. Donc il me semble, enfin en tout cas c'est mon espoir, que le cours magistral devient ainsi plus vivant et plus convaincant, sachant que cette parole ne s'envole pas quand même totalement librement dans l'air et que tel un ballon, et elle est quand même raccrochée au sol par des filins que j'espère suffisamment solides. Mais je m'aperçois que je me contredis puisque je suis en train de lire un texte rédigé d'avance pour expliquer qu'il ne faut pas lire les textes rédigés d'avance. Donc on n'échappe jamais à la contradiction. Voilà, la vérité est que ce cours effectue sans cesse des va-et-vient entre l'écrit et l'oral, entre la préparation et l'improvisation, entre mon stock de lecture relativement nombreuse et mon goût tout de même irrépressible pour la liberté d'expression. Alors, j'en profite donc pour apporter quelques correctifs ou compléments à des choses que j'ai dites la dernière fois. D'abord, je m'aperçois qu'en fait, je n'ai pas rigoureusement défini postcolonial et décolonial. J'ai évoqué le fait qu'on ne devait pas confondre ces deux notions, mais au fond, je ne suis pas revenu de façon explicite sur cette distinction. Et je vais donc proposer quelques éléments de vocabulaire. Supposez par exemple que les dictionnaires Larousse, qui sont toujours très attentifs à l'évolution du langage, veuillent enrichir leurs prochaines éditions. Je connais un peu l'équipe qui se charge de ce suivi, de ce travail considérable, et je sais que la question les intéresse, notamment tout ce nouveau vocabulaire qui surgit du postcolonial, du décolonial, de l'indigénisme, etc. Au fond, s'ils me consultaient, qu'est-ce que je leur proposerais comme définition? Voilà un peu l'exercice auquel je vais me livrer dans les minutes qui suivent. Postcolonial, là, je pense qu'on peut s'inspirer de la mise au point de Catherine Cockry-Widrovich. Vous savez tout l'intérêt que je porte à son livre sur les enjeux de l'histoire coloniale. Qu'est-ce que c'est que les études coloniales? Eh bien, ce sont des études prenant en compte le point de vue des colonisés sur le fonctionnement du système colonial dans le passé. Études prenant en compte le point de vue des colonisés sur le fonctionnement du système colonial dans le passé et soulignant la persistance actuelle des héritages coloniaux dans les sociétés et cultures des anciennes métropoles. Alors, le point de vue des colonisés, mais Catherine Cockry-Widrovich explique que l'histoire coloniale, qui est un sujet qui était relativement peu présent en France, mais qui a eu quand même toute une série de chaires. Il y a des personnages qui ont joué un rôle considérable, comme Charles-André Julien pour l'histoire de l'Algérie, par exemple. Dans son livre, elle énumère un peu, elle cite la totalité des chaires qui ont existé. Elle fait observer d'ailleurs que politiquement, idéologiquement, les personnes qui ont tenu ces chaires étaient d'orientation très diverses, contrairement à ce qu'on imagine. Il y avait des gens de gauche, de droite, des gens inclassables. Enfin, il y a toujours eu un peu de tout dans l'histoire coloniale. Et elle énumère aussi les nombreuses thèses qui ont été rédigées, pas toujours publiées, par des étudiants des pays du Sud qui étaient les élèves de ces professeurs,
Et ce qu'elle souligne, c'est que finalement, les études postcoloniales ont pour principe de croiser le point de vue des colonisateurs et des colonisés, de les confronter, parce qu'évidemment, la tentation normale, c'est de raconter cette histoire uniquement du point de vue des colonisateurs. Et au fond, un des principaux apports des études postcoloniales, qui existent depuis des décennies, en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis, etc., eh bien, c'est de croiser le point de vue, les points de vue. Et ce croisement des points de vue, cette histoire de confrontation, cette histoire interactive, cette histoire globale, elle est pratiquée évidemment dans d'autres domaines que la colonisation. Enfin, toute l'histoire des empires, y compris des empires espagnols, des empires portugais, etc., désormais ne peut pas se faire sans considérer tous les points de vue, y compris les points de vue des colonisés. Un très bel exemple, c'est le livre de Romain Bertrand sur l'arrivée des Néerlandais, des Hollandais à Java. Et quand on regarde les sources javanaises, ce qu'a fait Romain Bertrand, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une toute autre histoire, une toute autre perspective sur l'événement. Dans les livres de classe néerlandais, l'arrivée des Hollandais à la ville qu'ils vont appeler Batavia, à Java, en fait, c'est un événement considérable dans l'histoire du pays, mais du point de vue javanais, c'est un non-événement, parce que la mer indonésienne de l'époque eh bien, voyait se croiser des flottes d'un peu partout, chinoises, indiennes, arabes, etc. Java, c'était un grand empire, et ces gens un peu pouilleux, pas très propres, qui n'étaient pas très civilisés, ils pissaient debout, par exemple, au lieu de pisser accroupi, ce qui était vraiment une marque de barbarie. Ils braillaient, ils criaient haut et fort. On voit déjà des stéréotypes sur les Néerlandais se profiler à l'époque. Tout ceci fait qu'en réalité, pour la cour royale de Java, et dans cette mer habituée au commerce, eh bien, l'arrivée des Néerlandais, ça n'est rien, c'est un non-événement. Et là, c'est fascinant de voir qu'effectivement, les points de vue peuvent parfois totalement diverger sur un événement qui est considéré comme un événement national de première importance pour un pays, mais pas pour l'autre. Donc, ce genre donc les études postcoloniales font partie, s'intègrent dans cette grande mouvance. Alors la définition que je viens de donner, après avoir lu les bons auteurs, c'est une définition qui articule les deux volets des études postcoloniales. Il y a l'étude du passé et il y a l'analyse du présent. L'idée n'est pas que les rapports coloniaux perdurent. Ça, c'est la thèse décoloniale, on en parlera tout à l'heure. L'idée n'est pas que les rapports coloniaux perdurent, mais que les sociétés actuelles, finalement, sous-estiment la contribution des colonies à leur économie, à leur culture. Et les exemples abondent. Par exemple, la France libre du général de Gaulle eh bien, n'aurait pas pu subsister s'il n'avait pas tiré ses ressources économiques du Cameroun. Et c'est un chapitre de l'histoire mondiale de la France dirigé par Patrick Boucheron, n'est-ce pas, que d'avoir à l'effroi des conservateurs, d'avoir non pas consacré un petit chapitre à l'appel du 18 juin, histoire qui a déjà été racontée 1000 fois, avec tous les détails qu'on connaît, que l'enregistrement de la BBC n'a pas été fait pour des raisons techniques, pour la suite d'un ratage technique, etc., qu'il y a eu plusieurs appels, qu'il a été très peu entendu. Bon, tout ça est connu, tout ça a été raconté X fois. Par contre, ce qui est très très peu raconté, c'est quelles sont les ressources matérielles, les ressources économiques sur lesquelles la France libre, tout à fait à ses débuts, a pu s'appuyer pour monter une petite armée autonome et pour avoir un semblant une première parcelle de puissance par rapport aux alliés qu'elle cherchait à convaincre. Eh bien, c'est le Cameroun, et notamment Félix Éboué, qui est le gouverneur de l'Afrique occidentale française, qui a permis ça, et ça fait un très très bel article. Bon.
L'industrie du savon de Marseille, par exemple, dépendait des colonies. L'industrie automobile, avant l'utilisation du caoutchouc synthétique, a exploité l'EVA d'Indochine pour ses pneumatiques. Or, c'est évidemment l'essor de l'industrie automobile est un événement très important. J'avais évoqué les pâtes Rivoire et Carré qui importaient leur blé dur d'Afrique du Nord. Enfin, on ne compte plus les fruits, les légumes, les boissons, les fleurs qui nous viennent d'outre-mer. Et là, il y avait une grande institution qui était chargée d'acclimater tout ça en France, c'est le Muséum d'histoire naturelle, dont l'équivalent anglais sont les Kew Gardens de la famille royale, qu'on peut toujours visiter aussi. Et ce sont deux institutions jumelles qui ont d'ailleurs un petit peu travaillé ensemble, qui en même temps étaient dans la concurrence. Il y a eu un énorme travail pour acclimater non seulement des plantes et des fruits tropicaux en métropole, mais pour également déplacer des cultures d'un bout à l'autre de l'Empire. L'eucalyptus australien a été expédié, exporté dans des quantités d'autres pays. Et aujourd'hui, c'est par exemple l'eucalyptus envahit des portions entières de l'Espagne, du sud de l'Espagne. Et il ne faut jamais oublier que c'est un arbre australien qui doit son acclimatation à tout un travail d'exportation, d'agronomie tropicale, etc. Vous avez encore aujourd'hui en France des instituts de recherche qui sont directement héritiers de l'agronomie tropicale, comme le CIRAD. Donc tout ceci, l'histoire postcoloniale le décrit, en montre l'importance, et jamais sur un mode dénonciatoire, ce n'est pas du tout le sujet, jamais sur un mode culpabilisant, c'est simplement rappeler qu'il y a toute cette histoire. Et bien entendu, je vous parle des plantes, des produits, etc., mais sur le plan culturel, bien sûr, la référence aux arts primitifs a été une inspiration considérable pour tous les artistes des années 1900-1920, que nous sommes bien heureux d'avoir aujourd'hui dans nos musées pour attirer les touristes du monde entier quand il n'y a pas d'épidémie de Covid. Et puis nous avons bien sûr, là il y a des historiens se sont spécialisés là-dessus, à la contribution des tirailleurs dits sénégalais à la Grande Guerre, mais aussi aux forces françaises libres. Donc, et puis, in fine, comme je l'avais déjà souligné, je n'oublie pas de rappeler à quel point la traite des esclaves a contribué à la prospérité de nos grandes villes portuaires. On estime que Bordeaux, au total, a exporté 130 000 esclaves quand on fait la somme de tous ceux qui ont été exportés d'Afrique, transférés de force d'Afrique vers le Nouveau Monde. Tout cela peut se dire sans déni ni repentance. Je crois qu'il est important de le rappeler. Et donc, toutes les critiques acerbes, parfois très hargneuses, des études postcoloniales consistant à dire « mais tout ça, c'est de la repentance ». Je pense par exemple au livre noir de la colonisation qui avait été dirigé par Marc Ferraud. Vous lisez cet ouvrage qui est réédité dans les collections, dans une petite collection de poche. Ça n'est jamais dénonciatoire. C'est simplement l'obligation d'enrichir notre mémoire, de savoir et d'avoir une idée des dettes aussi que nous avons vis-à-vis d'empires coloniaux que nous avons exploités très longuement. Le mot postcolonialisme, le substantif et non plus postcolonial, lui n'est jamais utilisé par les auteurs de ces études. C'est un terme péjoratif qui est utilisé pour disqualifier les dérives idéologiques qu'on attribue aux études postcoloniales. Donc là, il faut savoir que très souvent, tous ces mots en isme sont des étiquettes qui sont destinées à finalement fustiger l'autre, à fustiger des mouvements qu'on n'apprécie pas. Donc il y a une différence entre les personnes les historiens notamment, mais pas seulement les historiens, ou les sociologues ou les anthropologues qui travaillent dans les perspectives postcoloniales, ne disent jamais qu'ils font du postcolonialisme, ils parlent des études postcoloniales,
parce que ça a pris la succession des études culturelles qui elles-mêmes ont été suivies des études subalternes, subaltern studies, ce sont des historiens indiens ou des sociologues indiens qui avaient utilisé ce terme pour étudier la colonisation britannique en Inde en croisant les points de vue indiens et britanniques. Décolonial. Alors, décolonial, je proposerai une définition un peu longue et puis peut-être une version plus raccourcie. C'est une appellation qui est forgée à la fin des années 90 par des militants latino-américains, puis afro-américains, pour qualifier des études qui visent à montrer que la mondialisation, car au fond c'est ça le thème, que la mondialisation ou la globalisation est un prolongement de la domination coloniale de l'Occident. Il y a cette idée qui n'est pas inintéressante, que l'on peut réfuter, que l'on peut trouver exagérée, mais enfin qui mérite discussion, l'idée que la mondialisation prolonge la domination coloniale de l'Occident. Et vous vous souvenez peut-être, si vous avez assisté à mon cours d'il y a 3 ans, comment l'œuvre de Saskia Sassen, géographe, auteur de plusieurs livres qui ont été des best-sellers mondiaux, eh bien, documente de façon tout de même extrêmement précise la façon dont la mondialisation a besoin d'exploiter les terres coloniales. Par exemple, pour les composants électroniques, pour les argiles rares dont on a besoin dans les produits industriels les plus modernes. Elle s'étend notamment sur toutes ces industries d'extraction qui ont déplacé des milliers de paysans en Amérique latine. On connaît aussi évidemment le cas de l'Amazonie, etc. Donc il y a des éléments factuels à l'appui de cette thèse. On peut la trouver exagérée, on peut la trouver parfois allant un peu à la limite, mais enfin, il est quand même difficile de faire comme si elle n'existait pas, comme si elle n'avait aucune base objective. Donc, étude visant à montrer que la mondialisation prolonge la domination coloniale de l'Occident et, alors ça c'est l'aspect militant, appelant à combattre ses prétentions à l'universel dans le domaine de la culture et des savoirs. C'est en cela que la pensée décoloniale se sépare totalement des études postcoloniales. Il y a l'idée que les prétentions de l'Occident à l'universel dans le domaine de la culture et des savoirs ne sont pas fondées et certains auteurs décoloniaux ont mis en avant la notion du multiversel à la place de l'universel. Ce sont des chercheurs notamment portoricains, brésiliens, colombiens, etc., qui ont développé cette idée. Et évidemment, la mise en cause de l'universel occidental, c'est une mise en cause cruelle pour nous. Est-ce que ça veut dire que ça consiste à prendre au mot la prétention universelle de l'Occident à définir la rationalité, le droit, les distinctions, enfin, la morale, etc., et à retourner en quelque sorte contre l'Occident les prétentions qu'il a à définir tout ça, ou est-ce que ça veut dire qu'on tire désormais la conclusion qu'il n'y a pas d'universel et que l'Occident ne peut pas y prétendre? Là, la théorie bifurque, si vous voulez. Est-ce qu'on croit toujours à l'universalisme et on dit à l'Occident, mais vous n'êtes pas capable de tenir vos promesses? Ou est-ce qu'on ne croit pas à l'universalisme et on dit, finalement, il y a plusieurs universels, plusieurs manières de... évidemment, il y aurait une thèse intermédiaire qui consisterait à dire que, d'une certaine manière, chaque civilisation a sa façon de définir l'universel. Et après tout, c'est ce que nous faisons, nous, Français. Quand nous mettons en avant la laïcité à la française, quand nous mettons en avant la liberté d'expression à travers les caricatures portées à l'extrême par Charlie Hebdo avec toutes les conséquences que l'on sait, eh bien, nous avons une façon particulière de définir l'universel qui n'est pas universel. Nous avons une universalité à la française, et après tout, on pourrait imaginer, et c'est un peu ce qui se passe finalement,
que chaque pays ou chaque ensemble culturel, chaque civilisation a sa façon de définir l'universel, mais que ceci n'empêche pas qu'il existe quand même des références universelles. Et j'ai insisté sur le fait, en tout cas moi c'est ma conviction personnelle, j'ai insisté à plusieurs reprises sur le fait que la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration universelle des droits de l'homme, pardon, proclamée en 1948 au Palais de Chaillot, n'a pas été rédigée seulement par Eleanor Roosevelt et René Cassin, mais a mobilisé de façon extrêmement active un Libanais, un Chinois, un Russe, un Canadien, etc. Donc il y a eu véritablement une coopération internationale complexe. Il y a eu des dizaines et des dizaines de séances avant d'arriver à se mettre d'accord sur la formulation de ces droits universels. Donc je rappelle qu'ils ne sont pas contraignants juridiquement, c'est une déclaration, mais que finalement, vu la qualité de la rédaction effectuée, ils ont servi de référence universelle, y compris en dehors du monde occidental. Voilà donc les deux aspects de la pensée décoloniale ou des études décoloniales. Déclarer que la mondialisation prolonge la domination coloniale de l'Occident et mettre en cause ses prétentions à l'universel. Alors, décolonialisme, eh bien, il en va du substantif décolonialisme comme du postcolonialisme. C'est une étiquette qui est donnée par les adversaires, c'est un terme utilisé par les détracteurs de la mouvance des études décoloniales pour rejeter son idéologie. On pourrait, dans le langage très sobre qu'affectionnent les dictionnaires, ne serait-ce que pour des raisons de place disponible, on pourrait dire, pour définir décolonialisme, péjoratif, pège, point, idéologie des études décoloniales. Donc le terme est toujours péjoratif, il n'est pas. Les adeptes de ces mouvements parlent d'études coloniales ou d'études décoloniales ou de pensée décoloniale, mais jamais de décolonialisme. Alors peut-être qu'un jour les décoloniaux vont revendiquer cette appellation à la manière des impressionnistes qui ont retourné le stigmate, mais enfin ce n'est pas le cas actuellement. Nous l'avons vu la semaine dernière, le sujet est éminemment passionnel, et il suffit de taper les requêtes sur un moteur de recherche, deux mots simplement, tribune et décolonial, et aussitôt vous allez tomber sur toute une série de tribunes antidécoloniales et vous mesurerez la virulence extraordinaire des prises de position pour le mouvement, mais surtout contre le mouvement, et en gros essentiellement en France depuis 2015. C'est depuis 2015 à peu près que la polémique s'est enflammée. Il est vrai que les défenseurs de la pensée décoloniale versent parfois dans le complotisme. Ça me paraît indéniable, dans le conspirationnisme. À force de voir la main de l'Occident partout, on finit par le voir peut-être là où il n'est pas. Et j'avais déjà, d'ailleurs, en commentant les œuvres de Saskia Sassen, été frappé par le recours au raisonnement par abduction, qui consiste à essayer de trouver une cause commune, un facteur commun, un responsable commun vraisemblable, derrière toute une série de faits. Et dans le livre de Saskia Sassen, un de ses derniers livres qui s'appelle Exclusions, il y avait des phénomènes extrêmement disparates, comme par exemple le taux d'emprisonnement fabuleux des Noirs aux États-Unis, le fait que des territoires entiers étaient dévastés par des industries d'extraction dans les pays du Sud, le fait que la mobilité sociale des classes moyennes était plus qu'elle était autrefois et que des quantités de jeunes avaient obtenu des diplômes mais sans avoir les métiers correspondants. Enfin, je pourrais continuer la liste. Il y avait ainsi des phénomènes extrêmement disparates. Et derrière tout ça, il y avait une cause commune qui était, bien, au fond, les grandes entreprises multinationales de la globalisation qui, finalement, se retrouvaient systématiquement derrière chacun de ces phénomènes. Et là, quand on lit cet ouvrage chapitre après chapitre, extrêmement documenté, il n'y a aucun doute là-dessus, on se dit que la cause unique, la responsabilité unique, c'est quand même un vieux procédé.
Le diable, c'est ça, c'est concentrer sur une figure unique tous les maux de la terre, l'origine de tous les maux de la terre. Mais après tout, le bon Dieu aussi est le résultat d'une pensée par induction, puisque finalement le mal et le bien sont incarnés par des entités uniques, et d'une certaine manière, il y a quelque chose d'un peu religieux dans cette pensée. Et donc je pense que, oui, la pensée décoloniale verse parfois dans ce complotisme, c'est absolument indéniable, et puis par ailleurs, leur style est très provocateur, et donc du coup, ça indispose eh bien, les Occidentaux bien pensants que nous sommes tous. Bon. Mais enfin, les ennemis de la pensée décoloniale ne font pas non plus dans la dentelle, c'est ce qu'on a déjà vu la semaine dernière, et j'ai souvent eu le sentiment, en lisant les textes, les répliques, les contre-répliques, etc., que la pensée décoloniale agite des chiffons rouges et que les antidécoloniaux voient ces chiffons rouges comme si c'était des moulettas de toreros qui préludaient à la mort de la civilisation occidentale ou à la mort de la nation ou à la mort de la République. Enfin, on a un passage aux extrêmes là qui fait que le débat est quand même, manque singulièrement de sérénité. Un argument qui revient très souvent d'ailleurs dans les tribunes ou dans les articles relatifs à toutes ces pensées, c'est le jugement de folie. J'avais déjà fait remarquer dans le cours de la première année, et j'y reviendrai sans doute l'an prochain quand j'étudierai la rhétorique des débats sur l'immigration. J'en ai parlé également dans mon livre avec l'immigration. Il y a une tendance presque irrépressible, quand on est face à un adversaire assez puissant, à le traiter de fou, à dire que tout ce qu'il dit est complètement déraisonnable, puéril, n'a aucun sens, etc. Enfin, il y a quantité de synonymes pour ça. Et je suis très frappé de voir que le nombre des intitulés, des titres d'articles qui contiennent un jugement de folie. Je vous cite par exemple le Figaro du 12 juin 2020, Indigénisme, décolonialisme, les idées folles du nouvel antiracisme, qui affirme en sous-titre, dans le chapeau, que la mouvance décoloniale poursuit, sous prétexte d'antiracisme, un agenda politique séparatiste et qu'en somme, elle est ennemie de la nation. Mais oui, les idées folles de... Bon. Et de la même façon, j'avais fait observer comment, par exemple, le fameux discours d'Angela Merkel annonçant qu'il fallait accueillir des demandeurs d'asile, ou celui de Julien Trudeau disant qu'il fallait répondre à l'appel d'Angela Merkel, avait été traité de pure folie par les adversaires de l'immigration. Mais j'avais fait remarquer aussi qu'à gauche, l'argument de folie, le jugement de folie était extrêmement employé. Et l'auteur qui a le plus étudié les arguments, les jugements de folie, c'est Marc Angenot, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, qui montre à quel point la tendance à déclarer l'autre fou, et donc à l'exclure de la raison, à l'exclure de la conversation raisonnable, à l'exclure de l'humanité raisonnable, et à dire au fond, il n'y a pas de débat possible avec vous, puisque vous ne partagez même pas les présupposés communs, n'est-ce pas, de la raison qui est censée être commune à l'humanité. Eh bien, ça, dans les tribunes ou dans les essais contre la pensée décoloniale, voire postcoloniale, c'est un procédé qui est constamment employé. Je prends un autre... oui, et du coup, quand on estime que l'autre n'appartient pas à l'humanité commune, c'est le début de la haine. Il n'est plus rien, il faut le déshumaniser. Je peux citer la tribune publiée dans Marianne le 26 juin 2020, signée entre autres de Pierre-André Taguieff, appelle « Il faut sanctionner la promotion de l'idéologie décoloniale ». Sanctionner, ça veut donc dire qu'il faut un appel, un système de sanctions, un appareil de sanctions, enfin il faut organiser quelque chose pour défaire ses adversaires. Il faut en appeler au bras séculier de l'État pour se débarrasser de vos contradicteurs. Et le texte dénonce cette idéologie décoloniale qui entretient une véritable haine contre la République et contre la France, et il en appelle à la vigilance de qui ? Du président de la République, de ses ministres,
y compris l'intérieur, l'éducation, la recherche, et les autorités judiciaires les plus hautes. Donc vous voyez, alors ça évidemment, c'est totalement contraire à la liberté académique, parce que normalement, les conflits académiques doivent se résoudre au sein de la sphère académique, et en appeler au bras séculier de l'État pour se défaire de ses adversaires académiques, eh bien c'est... Je cite souvent ce texte, enfin c'est se tromper d'ordre, comme disait Pascal, chacun dans son ordre. Ce n'est pas parce que vous êtes prince que vous allez me dire ce qui est correct ou pas correct dans mes exercices de géométrie, chacun dans son ordre. Quand je suis dans ma démonstration géométrique, vous avez beau faire partie des grands de ce monde, ça ne compte pas. Eh bien, de la même façon, quand on débat entre chercheurs ou entre universitaires ou aspirants à l'université, parce que tout le monde n'entre pas dans l'université si simplement que ça, eh bien, il faut admettre que seuls les outils intellectuels peuvent être utilisés et en appeler aux sanctions judiciaires, en appeler au bras séculier de l'État, c'est, à mon avis, une erreur totale, enfin une erreur de placement, on se trompe d'ordre. Et je crois qu'il est important de rappeler ces choses-là qui me semblent élémentaires. Continuons notre vocabulaire, si vous le voulez bien, et parlons de l'indigénat, indigène. L'indigénat, c'est un, et il faut bien le qualifier, l'indigénat, c'est un régime d'exception qui a été imposé par la France au sujet de l'empire colonial, en gros, ça a varié évidemment selon les territoires, mais en gros, dans les années 1880 à 1940. Donc, régime d'exception imposé par la France au sujet de l'empire colonial dans les années 1880 à 1940. Et là, il y a une caractéristique fondamentale qui permettait aux administrateurs d'infliger des amendes et des peines de prison sans passer par la justice. Donc, qui permettait aux administrateurs d'infliger des amendes et des peines de prison sans passer par la justice. Le Code de l'indigénat le prévoit. C'est donc l'idée d'une pénalité spéciale. C'est un régime d'exception parce qu'évidemment, en métropole, il n'est pas question de sanctionner les individus par des peines d'amende ou de prison sans passer par le système judiciaire. C'est totalement impensable. Dans les colonies, c'était la norme. Il y avait au total, excepté en Algérie, mais au total, dans nos colonies, il y avait très peu d'administrateurs. Les taux d'encadrement de la population étaient extrêmement faibles. C'était souvent moins de 1 ou 2%. Et là, il y a des synthèses effectuées par Pierre Singaravello qui sont très éclairantes de ce point de vue-là. Et donc, du coup, on avait un administrateur qui avait toujours, évidemment, l'épée de Damoclès de la force armée derrière lui comme argument de conviction, de persuasion suprême. Enfin, on avait des administrateurs qui, du coup, étaient dotés d'un pouvoir à la fois exécutif et judiciaire, et donc un système qui violait directement le principe de la séparation des pouvoirs, qui est un principe démocratique essentiel. Voilà quel était le régime de l'indigénat dans les colonies, un régime d'exception qui ne respectait pas les principes de la séparation des pouvoirs. Alors évidemment, tout dépendait de l'arbitraire de l'administrateur local. Certains ont été extrêmement conciliants, se sont réellement intéressés aux populations qu'ils étaient censés gouverner, mais enfin d'autres ont totalement abusé de la situation. Il y a eu beaucoup de débats parlementaires sur les abus des administrateurs, mais enfin, comme toujours, hein, c'est un peu un problème systématique. Et c'était ces débats sans fin, comme on l'a actuellement sur les violences policières, consistant à dire mais ce sont des exceptions, c'est des cas exceptionnels, ils ne sont pas tous comme ça. Oui, mais le fait que le système lui-même, n'est-ce pas, en ne respectant pas la séparation des pouvoirs, facilitait ces abus. Les abus étaient en quelque sorte inscrits comme potentiellement comme quelque chose de très probable dans le système. Donc, alors l'indigénisme, c'est autre chose. Quand vous regardez les dictionnaires actuellement, vous avez une définition qui est souvent très datée. C'est quelque chose que j'ai bien connu puisque j'ai vécu en Amérique latine pendant un certain temps, et notamment chez les Indiens Aymara de Bolivie. L'indigénisme, c'était un mouvement politique et culturel qui
s'est beaucoup développée notamment au Mexique, mais également dans les pays andins. C'était une politique qui avait pour but d'acculturer et d'assimiler les Amérindiens en Amérique latine. Donc l'indigénisme était une politique d'acculturation et d'assimilation des Amérindiens. Il ne s'agissait pas d'absorber les cultures amérindiennes, mais même de les valoriser. Il y avait des aspects qui se voulaient très progressistes. Et si vous voyez par exemple visiter le musée d'anthropologie de Mexico, qui est quand même un des plus beaux musées d'anthropologie au monde, avec une qualité pédagogique absolument extraordinaire, comme on n'en a pas beaucoup dans les musées français, eh bien, vous voyez une volonté réelle de rendre témoignage à toutes les cultures amérindiennes, de les valoriser. Ça faisait partie d'une culture indigéniste, d'un mouvement indigéniste officiel. Il me semble enfin que l'indigénisme défini comme programme de valorisation et d'assimilation a surtout prévalu dans les années 1910 à 1940, quand on regarde l'Amérique latine et plus spécialement le Mexique. Mais le Brésil également avait, à un certain moment, s'était lancé dans cette idée, mais avait quand même l'idée que l'objectif était de blanchir tout le monde. Si l'on veut maintenant actualiser la définition de l'indigénisme, évidemment, il faut ajouter une phrase complètement différente pour définir le mouvement qui fait actuellement polémique en France, ou plutôt la mouvance, car une fois de plus, c'est un ensemble de productions assez disparates. Donc je dirais, oui, mouvement politique et littéraire d'Amérique latine né dans les années 1910, visant à l'origine à valoriser les cultures amérindiennes pour les intégrer dans la nation, et qui par la suite, alors je ne l'ai pas encore dit, mais s'est engagé dans la défense des droits des Amérindiens. L'indigénisme, nouvelle manière, l'indigénisme actuel, très, très fort au Mexique et au Brésil, est très engagé dans la défense des droits des Amérindiens. Mais la deuxième phrase, ce serait au fond péjoratif, indigénisme, une fois de plus ces termes en isme qui servent à disqualifier les théories qu'on prête à autrui, le terme par lequel on disqualifie en France la mouvance intellectuelle qui met en parallèle la situation des minorités visibles dans les sociétés occidentales avec le traitement des indigènes dans les colonies. Donc, mettre en parallèle la situation des minorités visibles dans les sociétés occidentales avec le traitement des indigènes dans les colonies. Évidemment, tout ceci est sujet à polémique, est sujet à discussion. Qu'est-ce que nous donne ce parallèle? Eh bien, les parallèles, les analogies, comme toujours, je le répète, c'est intéressant à un double titre, c'est intéressant par les rapprochements réels que ça permet, puis c'est intéressant aussi de montrer à partir de quel moment ça cesse d'être valable. Le rapprochement perd toute signification. Mais décréter a priori que ce parallèle est totalement inexistant ne me semble pas de bonne démarche scientifique. Il faut voir ce que ça donne, et puis si ça ne donne rien, on en tire les conclusions. Voilà ce que je voulais dire en termes de vocabulaire, et c'est la raison pour laquelle, à la fin du cours précédent, quand j'ai dit un peu rapidement qu'on ne devait pas confondre postcolonial et décolonial, vous voyez qu'on a quand même affaire là à des mouvances intellectuelles et surtout à des terrains de recherche qui sont tout de même très, très différents. Donc il y a de l'histoire connectée, je cherchais le terme tout à l'heure, mais l'histoire connectée, c'est donc l'idée de connecter tous les points de vue sur un même ensemble d'événements. Et puis il y a un mouvement qui, lui, est beaucoup plus de dénonciation, consistant à dire que les colonisés aujourd'hui sont traités comme les indigènes autrefois, c'est-à-dire qu'ils sont minorés, et bien sûr là-dedans interviennent de façon très forte les expériences racistes réitérées, les interpellations au faciès, les inégalités des chances, les discriminations de façon générale. Bon, j'espère avoir un peu clarifié des questions de vocabulaire. J'avais un autre correctif à faire, j'avais évoqué l'historien de la LICA, devenu ensuite l'ICRA, j'avais cité son nom, de Bono, il s'agit d'Emmanuel de Bono, à qui l'on doit deux livres tout à fait intéressants. Le premier, c'est sa thèse qui a exploité
les archives et les entretiens de la LICA. Ça s'appelle « Aux origines de l'antiracisme », la LICA 1927-1940, aux éditions du CNRS. Donc aux origines de l'antiracisme, la LICA 1927-1940. Mais il a écrit un livre plus récemment, Le racisme dans le prétoire, antisémitisme, racisme et xénophobie devant la justice. Et ce livre est évidemment très révélateur de ce que je vous avais dit la dernière fois, à savoir qu'une des actions privilégiées, voire principales, de ces grandes associations classiques de l'antiracisme, eh bien, ça a été de déférer devant la justice les auteurs de discours antiracistes. Et donc, c'est effectivement dans le prétoire que souvent ces choses-là ont été exposées. Il est par ailleurs assez proche de Pierre-André Taguieff, parce que notamment il tient un blog qui est assez antidécolonial. Donc vous voyez, on peut citer un auteur, même si par ailleurs il n'est pas sur d'autres aspects, il a d'autres points de vue, mais son blog est plein d'aperçus historiques absolument passionnants. Et je vais notamment commenter assez rapidement le blog qu'il a publié le 2 juillet 2020, vous voyez que c'est tout récent, puisqu'il s'agit au fond d'évoquer les conditions dans lesquelles, dans le passé, dans les années 70, on parlait déjà de racisme d'État. Dans son blog du 2 juillet, il raconte qu'à partir de 1973, début de la crise économique, eh bien, la situation des immigrés se dégrade, ils sont les premières victimes du chômage, et évidemment en fort contraste avec la croissance économique exceptionnelle qui avait conduit à faire appel à beaucoup d'immigrés pour la reconstruction d'abord et la croissance de rattrapage ensuite. Et on voit à ce moment-là, et Yvan Gastaut l'a également raconté dans sa thèse sur l'opinion publique française et l'immigration, que des campagnes de presse hostiles aux immigrés commencent à se mettre en place, et principalement les immigrés originaires d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Et les hebdomadaires d'extrême droite de l'époque avaient une audience très très réduite. Il y avait Minute, il y avait Valeurs Actuelles et Rivarol, qui étaient les trois organes principaux. Mais la presse généraliste, continue, explique Emmanuel de Bono, avait commencé aussi à mettre en avant le thème de l'invasion et à faire le rapprochement entre des problèmes d'insécurité, de santé publique, de mœurs et avec l'immigration, à rapprocher ces problèmes avec l'immigration. Voilà. Là, vous savez que Valéry Giscard d'Estaing, donc, qui vient de décéder, a considérablement durci la politique migratoire sous sa présidence. On lui impute souvent la reconnaissance du regroupement familial. Enfin, c'était plutôt son Premier ministre, Jacques Chirac, qui est impliqué là-dedans. Puis c'est en fait le Conseil d'État qui a dégagé un principe qui existait déjà de façon latente dans le traitement de la migration. Non, la patte, si j'ose dire, de Valéry Giscard d'Estaing dans la politique migratoire, Patrick Weil l'avait très bien montré, c'est d'abord fondamentalement un durcissement, un contrôle accru de la population et les décrets de 1976 indiquant que les titres de séjour ne seraient plus automatiquement renouvelés ont mobilisé fortement les associations antiracistes et notamment le MRAP, le Mouvement contre le racisme et l'antisémitisme pour la paix, donc c'était encore la signification du sigle à l'époque. Il dénonce la répression qui touche les immigrés, il dénonce les descentes musclées dans les foyers de travailleurs migrants, il dénonce déjà les contrôles aux faciès, notamment dans les cafés, et il dénonce la rétention arbitraire et la brutalité. Alors je m'en souviens encore, parce que j'étais évidemment étudiant à l'époque, Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur à Poigne, a été chargé de mettre en œuvre cette politique, et il s'était rendu célèbre par des opérations coup de poing. C'était le nom qu'on donnait, que les journaux ou lui-même avaient donné
à ces opérations. De Bono rappelle aussi que les services du ministère de l'Intérieur publiaient des statistiques sur un fort surcroît de criminalité des étrangers, mais qui incluait là-dedans la criminalité propre à la régulation du séjour. Donc les défauts de carte de séjour étaient éliminés, étaient assimilés à des délits. Et c'est l'époque aussi où Lionel Stoléru, qui a occupé plusieurs postes au secrétariat d'État. Le plus significatif, c'était le fait d'être secrétariat d'État chargé de la condition des travailleurs manuels et immigrés, et avec l'idée de pouvoir substituer les immigrés par des travailleurs français acceptant le travail manuel. Eh bien, Stoléru a aussi essayé de stopper l'immigration familiale et de favoriser le retour des immigrés par une aide financière, le fameux million des immigrés. On a eu, et c'est ce que rappelle également Emmanuel de Bono, des déclarations d'autres ministres, comme Alice Saunier-Seïté, ministre de l'Université, qui expliquait que les universités françaises recueillent le trop-plein du tiers-monde. Voilà autant d'éléments que Emmanuel de Bono accumule dans ce blog, et il ravive notre mémoire là-dessus. Il ravive aussi le souvenir de la loi Bonnet, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui avait facilité les mesures d'expulsion et de refoulement des étrangers. Donc c'est la première période, puisqu'on était sous le régime des ordonnances de 1945, et au fond c'était la première fois depuis 1945 que vraiment se met en place une législation qui réforme les ordonnances de 1945. Alors, on sait que la politique de retour forcé des Algériens en Algérie n'a pas marché parce que le gouvernement algérien, nouvellement indépendant, était contre. Et du coup, le Droit et Liberté, qui était l'organe de presse du MRAP, et dont De Bono a dépouillé les archives, Droit et Liberté se lance dans une campagne, se demande si on ne vit pas dans un état de police, et commence à dénoncer le racisme d'État. Donc vous voyez que l'expression est déjà ancienne, et c'est étayé par toute une série de témoignages. Et De Bono cite celui du député RPR, du député donc gaulliste de l'époque, Pierre Bas, qui rédige une question écrite adressée au gouvernement, dans des termes qui aujourd'hui nous paraissent étonnants. Il serait souhaitable que Monsieur le ministre de l'Intérieur descende lui-même à son tour dans le métro, mais, si possible, en inconnu. Il y verrait des hommes et des femmes que l'on choisit et que l'on arrête, et peu à peu, il aurait un sentiment de gêne et de culpabilité, car on ne choisit pas, car l'on ne choisit et l'on n'arrête que les hommes et les femmes de couleur ou typés. Il n'est pas possible que la France, terre d'accueil et qui, depuis un arrêt du Parlement de Bordeaux du XVIe siècle, a déclaré la France comme terre de liberté ne connaissant aucun esclave, puisse en 1979 connaître une classe de parias, de gens qui ont peur. C'est un député gaulliste qui pose cette question écrite à l'Assemblée nationale le 20 janvier 1979. Donc vous voyez, on est déjà le problème du contrôle au faciès se posait. Mais plus étonnant encore, et là toujours je me fonde sur ce blog très intéressant, comme d'ailleurs la plupart de ces blogs d'Emmanuel de Bono, eh bien des syndicats de policiers font entendre également leurs préoccupations. Et deux syndicalistes s'expriment ainsi: le racisme contre les Nord-Africains a des causes multiples. D'abord, il s'explique par le contexte historique, guerre d'Algérie, xénophobie. Donc là, il y a un argument typiquement décolonial. Ensuite, les pouvoirs publics désignent les Arabes comme les principaux responsables de la délinquance et au-delà des difficultés économiques. Enfin, les écoles de police forment des policiers avant tout répressifs. Donc déjà une dénonciation du fait que la police n'apprend pas à se rapprocher des populations, mais travaille dans un registre strictement répressif. Ce sont des arguments qui existent toujours aujourd'hui. Vous voyez l'extraordinaire continuité quand même des argumentations. Je poursuis cette citation de syndicalistes policiers. Les écoles de police ignorent délibérément l'aspect préventif et la notion de service public. Par sa mission, le policier est très sensible à l'idéologie dominante. Bon. Fin de citation.
Du coup, à l'été 79, et là on commence à se rapprocher évidemment du premier septennat de François Mitterrand, mais on est encore totalement dans l'incertitude de la réaction possible de Valéry Giscard d'Estaing, le secrétaire général du MRAP, Albert Lévy, qui est le vieux fondateur historique du MRAP, évoque, je cite, et là encore je suis tributaire du travail d'archives, de fouilles d'archives effectuées par Emmanuel de Bonneau, il évoque le développement d'un véritable racisme d'État appuyant par des propos officiels tendancieux et des lois iniques la mise à l'index des immigrés et de leurs familles, cyniquement désignés comme les responsables de tous les maux de notre société. Août 1979. Et il décèle, Albert Lévy, des intentions derrière ce comportement. Chaque fois qu'il est question de l'immigration dans les déclarations officielles, c'est systématiquement désormais qu'elle est présentée comme un élément du problème de l'emploi. Donc vous voyez que le racisme d'État est une notion qui, dans le combat politique, dans le combat des associations antiracistes, était déjà parfaitement utilisée à la fin des années 70. Le professeur François Grémy, qui est un célèbre informaticien, qui sera le futur président du MRAP, reçu au Sénat, interpelle les sénateurs en octobre 1980 et il parle de la politique raciale du pouvoir actuel. Il reproche aux autorités une passivité et il dit, dans les termes suivants, l'absence d'une volonté véritable de sévir contre les criminels, tandis que les bavures ou lapsus sont révélateurs de la profondeur du mal. Vous voyez cette analyse qui consiste pas à dire qu'il y a uniquement quelques brebis galeuses qu'il faudrait isoler, mais que les lapsus, les bavures sont quand même révélateurs de quelque chose de plus profond. Et on pourrait ainsi, et je ne vais pas lire la totalité des témoignages que donne Emmanuel de Bonneau, mais ce qui est surprenant, c'est que de Bonneau conclut son article en disant, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le décolonialisme actuel qui dénonce également le racisme d'État. Alors comment arrive-t-il à cette conclusion et pourquoi, après avoir accumulé autant d'indicateurs sur l'ancienneté finalement de cette dénonciation, arrive-t-il à dire que ça n'a rien à voir avec la notion de racisme d'État promue par la pensée décoloniale? Pour lui, lorsqu'une association antiraciste comme le MRAP parlait de racisme d'État, eh bien, ça consistait à cibler, je cite, des dispositifs juridiques et institutionnels explicites. Et donc, il y a toujours l'idée qu'il faut avoir des entités, des responsables parfaitement identifiables. Alors que si vous dénoncez une atmosphère générale, une tendance, une propension, là, ça devient invisible et ça ne correspond plus à rien. Mais on voit bien que dans les citations que de Bonneau vient justement de fournir, les deux approches fusionnent. Il y a bien l'idée qu'il y a des comportements relativement répandus, des bavures qui révèlent un problème assez profond, et que c'est la passivité des autorités qui, finalement, permet de parler de racisme d'État et non pas une mauvaise intention expresse. Selon de Bonneau, la pensée décoloniale postule un racisme impulsé par le haut, manifeste, mais aussi souterrain, imprégnant les structures étatiques. Et donc, il serait, ce racisme, intrinsèquement lié à l'universalisme. Alors, ce mot, cet adverbe, cet adjectif intrinsèque, intrinsèquement, Taguieff l'emploie constamment. C'est l'idée que dans la pensée décoloniale ou postcoloniale, il y aurait la dénonciation d'un racisme intrinsèque à l'État, qui appartiendrait à l'État par construction, par nature, ou comme on dit aujourd'hui dans cette formule ridicule que moi je n'utilise jamais, n'est-ce pas, que ce serait dans l'ADN de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire, intrinsèquement lié à l'universalisme? Si l'on veut dire par là que la République est raciste par nature, par construction, à raison même de son universalisme, alors oui, évidemment, là je partagerai sans aucun problème le diagnostic d'Emmanuel de Bonneau. Mais on peut interpréter tout autrement la critique de l'universalisme. On peut dire que trop souvent, eh bien, l'exigence universaliste est simplement un postulat, c'est une affirmation
du principe d'égalité, une affirmation abstraite du principe d'égalité, qui a pour effet de nier la réalité du racisme et de la discrimination. Et donc, il ne s'agirait pas à ce moment-là d'un racisme impulsé par le haut, mais d'un racisme nié par le haut. Il y a quand même une dénégation dans cette affaire, et ce déni prolongé, eh bien, à force de se prolonger, devient un encouragement en assurant une impunité. Et là, je réitère mon analogie avec la question de la pédophilie dans l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas pédophile par essence, elle ne l'est pas intrinsèquement. Personne n'a jamais dit ça. Mais si la hiérarchie catholique reste muette face à des agissements réitérés dont elle a connaissance, alors c'est toute la responsabilité de l'Église qui est engagée. On est exactement dans des systèmes parallèles. Vous pouvez étudier tous les facteurs qui vont expliquer qu'il y a des tendances pédophiles qui s'expriment, hein, je les avais évoqués, les célibats, le rapport de domination, l'impunité, et que tout ça, évidemment, favorise le développement concret de la pédophilie, comme l'a très bien montré le rapport néerlandais sur la question. Et je rappelle que la Cour de cassation, dans ses 3 jugements de novembre 2016, eh bien, ne raisonne pas autrement quand elle affirme qu'une interpellation policière qui est fondée uniquement sur l'apparence physique ou sur l'origine des personnes, sans raison de sécurité objective, eh bien, est une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État. De l'État. Donc, personnellement, et voilà, je livre mon diagnostic, mais enfin, les lecteurs, les auditeurs peuvent très bien se reporter au blog d'Emmanuel Dubonneau et juger par eux-mêmes en fonction de tout le matériau très riche qu'il fournit, et vont peut-être tirer une autre conclusion que moi, mais pour ma part, je ne vois pas en quoi la notion de racisme d'État qui avait été portée par les associations antiracistes classiques à la fin des années 70 se différencie radicalement de la notion d'antiracisme d'État à laquelle arrivent aujourd'hui certains mouvements, du fait que l'État ne fait toujours rien pour lutter contre les discriminations, notamment les contrôles aux faciès, comme je l'ai déjà expliqué la dernière fois. Bon. Est-ce que... alors, il y a un thème sur lequel je voudrais insister aussi, et qui, du coup, permet peut-être de porter la critique à un autre niveau, la réflexion à un autre niveau, c'est que notre législation, qu'elle soit antiraciste, antidiscrimination, elle a incontestablement elle a subi une influence extérieure, une influence européenne. L'Europe elle-même a été très inspirée par les législations anglaises. Pourquoi? Mais parce que les Anglais avaient pris au sérieux cette question dès le milieu des années 60, sans se réfugier derrière l'argument républicain consistant à dire que la République n'est pas l'apartheid, n'est pas la ségrégation raciale, nous ne sommes pas l'Afrique du Sud, nous ne sommes pas les États-Unis, et donc c'était cet argument qui permettait de nous exonérer complètement de ce système. Donc on voit bien qu'en réalité, à partir des années 2000, et j'ai évoqué les directives européennes, eh bien, nous avons été, dans le cadre européen, amenés à réfléchir à des notions qui nous étaient un peu étrangères, la discrimination indirecte, la discrimination passive par abstention. Tout ça n'était absolument pas prévu dans la législation française, centrée sur la lutte contre les discours publics, contre les discours expressément antiracistes, contre des choses que l'on pouvait atteindre via la législation sur la presse. Et par conséquent, c'est l'autre chose que l'on doit à l'Europe, n'est-ce pas? Et vous voyez que le souverainisme juridique a ses limites. Notre droit ne se développe pas par lui-même, par une espèce de développement en quelque sorte interne, quasi biologique, n'est-ce pas, du noyau républicain qui aurait germé depuis la Révolution française. C'est une série d'oublis, de va-et-vient constants. Et quand on regarde la lexicométrie de façon intelligente, on s'aperçoit que toute une série de thèmes que nous pensons être dérivés directement d'un héritage qui nous aurait été transmis par la Révolution française dans un premier temps, la Convention nationale, par
la Troisième République dans un second temps, que tout ça nous aurait été transmis de façon continue. Eh bien non, on voit qu'en réalité, il y a des périodes entières dans lesquelles nous avons oublié l'héritage révolutionnaire. Je parle, la période napoléonienne est déjà une première rupture totale avec l'héritage révolutionnaire. Bizarrement, la Restauration a permis de rétablir un certain nombre de libertés publiques que Napoléon avait interdites, comme quoi les choses sont un petit peu compliquées, donc la Restauration royaliste. Mais ensuite, on s'aperçoit que dans une bonne partie de la Troisième République, la question des droits humains, la question de la liberté d'expression, nous l'entretenons certes, mais à petit feu, et qu'il a fallu de grands événements, comme notamment la défaite du nazisme, la défaite du régime de Vichy, pour que nous retrouvions en quelque sorte par l'extérieur, et ça c'est tout le génie du général de Gaulle d'avoir rapatrié ça en France et d'avoir fait en sorte que la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens puisse être proclamée à Paris. C'est évidemment une récupération absolument géniale, mais enfin, quand on regarde la lexicographie de toutes ces décennies-là, nous revenons de loin, nous revenons de très loin. Et il a fallu que la défaite du nazisme de l'extérieur nous réapprenne l'existence d'un héritage qu'on avait quand même passablement délaissé. On ne l'avait jamais oublié. Il y a toujours eu une minorité de juristes, de constitutionnalistes qui étaient sensibles à cet argument. Mais on ne peut pas dire que c'était quelque chose qui faisait partie de la culture commune. De la même façon que l'exaltation que nous avons en ce moment des valeurs républicaines, de l'école républicaine, etc., eh bien, on n'a jamais autant parlé de l'école républicaine, des valeurs républicaines que maintenant, en gros 20 fois plus qu'à l'époque de Jules Ferry, comme le montre là encore la lexicométrie, même en étant attentif à tous les synonymes équivalents ou à tous les substituts linguistiques des termes, puisque tout ça évolue dans le temps. Ce que nous devons aussi à l'extérieur, c'est toute la réforme des systèmes statistiques, ça je l'ai montré, et c'est un élément des politiques migratoires. C'est un élément fondamental des politiques migratoires que de se doter d'un système statistique permettant de suivre dans le temps l'insertion et l'intégration des migrants, que de mesurer l'importance des discriminations dont ils sont l'objet, et discrimination au sens précis du terme, n'est-ce pas, inégalité de chances d'accès à compétences égales. Et ça fait partie de la politique migratoire de se doter d'un système de monitoring, comme disent les anglo-saxons, d'un système de suivi statistique permettant de mesurer les progrès. Et là encore, nous avons été très très en retard et il y a toujours des résistances extrêmement fortes à la mise en place de tels systèmes. Le défenseur des droits est parfois très désarmé pour effectuer ce monitoring et doit improviser des enquêtes sur les discriminations pour essayer d'alerter les autorités avec un succès pour l'instant très, très limité. Alors, cela devrait aussi faire partie des politiques migratoires d'inclure dans le discours public un discours pédagogique sur les discriminations et sur les moyens de lutter contre elles. Et je terminerai là-dessus, avant de faire une pause. On critique beaucoup ce qu'on appelle la cancel culture, l'idée que dans des pays comme le Canada ou les États-Unis, dans certains campus universitaires, des expressions offensantes pour des minorités seraient désormais totalement bannies. Et alors, ce sont des campagnes qu'on voit beaucoup sur Internet, elles sont beaucoup moins présentes sur les campus universitaires. Je l'ai 3 fois à Princeton en 2019 et 2020. Le phénomène est très très peu répandu en réalité, mais il forme toute la matière du livre de Caroline Fourest, Génération offensée, qui est entièrement centré là-dessus. Mais nous avons aussi notre cancel culture. Et quand on nous dit qu'il faut bannir le mot islamophobie, qu'il ne vaut pas, que c'est un mot dangereux, offensant, une arme des islamistes, etc., eh bien, la lutte contre le mot islamophobie est un exemple de cancel culture. Ça relève du même type de l'idée que la police des mots serait en quelque sorte un prélude à la politique tout court, de la même façon que nous avons banni tout le mot race, n'est-ce pas, dans les textes de la Constitution. Ça a été voté, en tout cas par l'Assemblée nationale, mais jamais confirmé par le Sénat. Donc, du coup, pour l'instant, le terme race, évidemment,
évoqué toujours de façon négative, pas positive, reste quand même présent non seulement dans l'article 1er de la Constitution de 1958, mais aussi dans les conventions internationales que nous avons signées à ce sujet. Donc cette idée que la police des mots pourrait se substituer en quelque sorte à une véritable politique, ça existe effectivement dans certaines campagnes de réseaux sociaux menées dans les milieux universitaires ou para-universitaires aux États-Unis, mais ça existe aussi bel et bien chez nous, et je crois qu'il faut y résister dans les deux cas. Et finalement, je dirais que toute cette affaire illustre le problème des lucidités croisées. Là, c'est un thème que j'aime bien chez Bourdieu. Bourdieu, qui s'y connaissait, si j'ose dire, a très très bien vu à quel point on est très peu lucide sur soi-même, mais on est formidablement lucide sur l'adversaire. On est capable de déceler les failles du raisonnement, les failles logiques, les défauts chez vos adversaires intellectuels. On peut dénoncer la censure des autres, etc., sans imaginer qu'en réalité on la pratique soi-même, qu'en réalité, comme n'est-ce pas, l'appel que j'ai évoqué tout à l'heure, la tribune que j'ai évoquée tout à l'heure, il faut sanctionner. Donc on est lucide sur autrui, mais très peu lucide sur soi-même. Dans les querelles intellectuelles, c'est les lucidités croisées. Alors il faut lire les deux parties, il faut croiser les points de vue, et les critiques réciproques d'un point de vue sur l'autre sont intéressantes. Il ne faut pas s'en tenir uniquement à un point de vue unique. Donc, pour terminer cette partie, avant la pause, je dirais que oui, la République française, forte de ses principes, mais trop forte de ses principes, a longtemps sous-estimé l'ampleur du racisme et a longtemps sous-estimé l'urgence de la combattre effectivement, pas seulement par la réaffirmation du principe, mais par la mise en place d'instruments de détection, d'instruments de suivi qui soient correctement, qui soient concrètement applicables. Et parfois, les principes peuvent nous empêcher de voir la réalité qui s'en écarte. Et puis, cette autre idée, au risque de me répéter, je dirais que la République ne peut pas s'enfermer en elle-même. Notre démocratie n'est pas isolée. Les idées migrent aussi. On ne peut pas traiter la question des migrations internationales en oubliant que les idées migrent, elles aussi. Et que et elles migrent dans tous les sens. Nous devons beaucoup de choses aux États-Unis, les États-Unis nous en doivent, etc. Donc tout ceci circule, ne l'oublions pas. Je propose une pause et je reprendrai tout à l'heure. Dans la seconde et dernière partie de ce cours, je vais essayer de reprendre, non pas de façon synthétique, forcément de façon partielle, l'ensemble des questions que j'ai traitées depuis le début de l'année, et essayer de répondre à la question annoncée dans le titre du cours, est-ce qu'au fond, les modèles occidentaux de politique migratoire peuvent rendre compte de l'ensemble des politiques migratoires de par le monde, et est-ce que ces politiques auxquelles nous sommes habitués, dont nous sommes familiers, sont en quelque sorte l'avenir indispensable, l'avenir incontournable des politiques migratoires à travers le monde. Est-ce qu'il y a en quelque sorte un développement des politiques migratoires qui devrait suivre un parcours uniforme, les pays étant en quelque sorte simplement décalés dans le temps? Par exemple, la migration de travail strictement rotative, non encore suivie d'une migration familiale dans les pays du Golfe, est-ce qu'elle va déboucher un jour sur une forme de migration plus durable qui sera en quelque sorte le modèle qui peu à peu s'est imposé en Occident? Je prends cet exemple-là. Bon. Je voudrais ramasser ici un certain nombre de données sur lesquelles j'ai pas mal insisté. D'abord, les politiques migratoires, ça correspondent, embrassent un périmètre beaucoup plus large que la stricte politique consciente d'une autorité exécutive à un moment donné, sur un territoire donné. Pourquoi? Parce que d'abord, toute politique migratoire doit faire avec l'héritage des politiques passées.
Et cet héritage des politiques passées, il est beaucoup plus lourd que ce qu'on imagine. Il a des conséquences qui sont souvent non voulues ou inattendues, et qu'un certain nombre de chercheurs ont résumé en parlant de la path, P-A-T-H, de la path dependency, la dépendance au sentier, comme c'est parfois bizarrement traduit, enfin le fait que les décisions passées ont emprunté une voie, un chemin, dont nous restons aujourd'hui dépendants, voire prisonniers. Et les auteurs comme Adrian Favell, qui ont étudié cela il y a déjà une quinzaine d'années dans le cas de la France, ont souligné, et d'une certaine manière, certaines fractions du monde politique disent la même chose, ont souligné que nos politiques migratoires actuelles sont très contraintes par un certain nombre de décisions anciennes dont on n'avait pas mesuré les conséquences. Par exemple, après la décolonisation de l'Algérie, après la guerre d'indépendance de l'Algérie, eh bien, il y a eu une liberté de circulation qui a été accordée aux citoyens algériens. Reste un prolongement, en quelque sorte, de la liberté de circulation dont bénéficiaient les Algériens parce qu'ils étaient, alors non pas citoyens français, mais sujets de l'Empire. Et ça, c'est à la suite, c'est une conséquence des accords d'Évian en 1962 qui ont mis fin à la guerre d'Algérie, c'est qu'on s'est accordé sur la libre circulation des Algériens, même si ensuite il y a eu toute une série de tentatives, aussi bien d'ailleurs de la part du gouvernement algérien que du gouvernement français, pour essayer de limiter cette circulation. Mais enfin, globalement, il y a eu une très grande circulation des citoyens algériens dans les années 60 et 70, et aujourd'hui encore, quand vous lisez par exemple le livre de Patrick Stefanini que j'ai évoqué il y a 2 ou 3 séances, il y a encore évidemment des politiques qui disent mais il faudrait mettre fin définitivement au régime dérogatoire dont bénéficient encore les Algériens comme pour pouvoir migrer en France. Le problème, c'est que, comme vous le savez, en droit international, les accords bilatéraux entre les pays prévalent sur les législations nationales. Et donc, il est très difficile de revenir sur ces accords. Il faut avoir l'accord du pays en question. Et la France, mais elle n'est pas le seul dans ce cas, nous sommes même un pays qui pratiquons cela un peu moins que d'autres pays. La France a signé toute une série d'accords bilatéraux qui sont un peu dépendants du pouvoir de négociation dont nous disposons dans chaque pays. Et on sous-estime toujours le pouvoir de négociation des pays du Sud. Enfin, il est très important. Et donc, le Gabon, le Sénégal, la Mauritanie, bien sûr, les pays du Maghreb ont chacun réussi à obtenir un certain nombre de conditions ou d'avantages ou de privilèges que n'ont pas nécessairement les autres pays. Par exemple, la liste des métiers en tension, qui est censée régir la migration de travail, eh bien, cette liste de métiers en tension n'est pas la même d'un pays à l'autre, à l'intérieur même de l'Afrique, en raison des accords bilatéraux. Dans certains pays, les professions qualifiées sont totalement bannies, et dans d'autres, elles sont tout à fait autorisées, alors qu'il s'agit de pays voisins. Donc, cette inégalité de traitement entre les pays a été dénoncée d'ailleurs en son temps par la HALD, par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, qui a émis une résolution dénonçant le fait que la liste des métiers en tension n'était pas uniforme entre les pays. Cette résolution a été totalement laissée de côté par le gouvernement qui a continué sa politique d'accord en essayant à chaque fois de conditionner la liste des métiers à au financement de certaines actions de développement. Donc, oui, nous dépendons du passé, et parmi la dépendance au passé, la dépendance au chemin, aux voies empruntées dans le passé, l'exemple le plus souvent cité, c'est le regroupement familial.
Et cet exemple, il fonctionne aussi bien d'ailleurs aux États-Unis qu'en France. Je vous ai rappelé comment, depuis le Immigration Act de 1990 aux États-Unis, qui a finalement défini de façon très précise l'ensemble des possibilités d'attribution de titres de séjour aux membres de la famille, y compris à des collatéraux, hein, aux siblings, comme on dit, aux frères et sœurs, aux cousins, aux neveux, etc., eh bien, cette législation, elle a duré jusqu'à Trump. Et c'est seulement Donald Trump qui a essayé d'y mettre fin en rendant la vie à peu près impossible aux demandeurs de titres de séjour familiaux, sponsorisés par des membres de la famille, comme le dit le texte officiel. Ce qui est intéressant, c'est que la dénonciation de la dépendance au chemin, alors ce n'est pas nécessairement une dénonciation, ça peut être simplement une analyse faite par des chercheurs, elle a pour équivalent, c'est assez curieux, là de véritables dénonciations politiques. Et il est très étonnant de voir comment l'analyse que font certains chercheurs anglo-saxons de notre dépendance au passé, en fait, est l'équivalent, en termes scientifiques, de certaines dénonciations purement militantes ou politiques de certains partis d'extrême droite qui accusent. Alors, la cible peut varier. La plupart du temps, c'est Jacques Chirac qu'on accuse d'avoir autorisé le regroupement familial en France. D'autres disent non, c'est Giscard d'Estaing. D'ailleurs, lors du décès du président de la République, il y a eu, on voyait très bien dans les blogs ou dans les posts des commentaires d'articles de journaux, des gens qui disaient Pep, vous oubliez, Giscard d'Estaing, c'est l'homme du regroupement familial. Et donc on nie évidemment pour cette raison. Et puis d'autres disent non, non, c'est la faute du Conseil d'État. Donc il y a toujours l'idée, mais à qui est la faute? Et cette évidemment idée très, très, très forte, c'est que finalement, le pays n'a pas été consulté là-dessus. Il n'y a pas eu de référendum, ou il n'y a pas eu de discussion collective, de délibération collective pour procéder à des choix absolument fondamentaux qui ont finalement accru l'immigration de façon durable depuis des décennies. Mais ce qui est frappant, c'est qu'évidemment, ce problème de la dépendance au chemin, vous l'avez dans des quantités de domaines. Quand on a décidé, quand les médecins ont décidé de lutter contre certaines causes de maladies, de réduire la mortalité infantile, de réduire la mortalité aux âges élevés, on n'avait pas prévu à l'époque que ça poserait un problème redoutable pour le système de retraite 30 ans après. Il n'y a pas eu de délibération du peuple français pour dire, mesdames, messieurs, Françaises, Français, nous avons devant nous un dilemme. Si nous prolongeons la vie, nous aurons un gros problème de cotisation et d'équilibre des régimes de retraite. Est-ce que vous êtes pour cette solution? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous préférez laisser la mortalité continuer de faire son office tranquillement? Ou est-ce que, en fonction des conséquences? Non, il est extrêmement difficile de prendre en compte les conséquences possibles d'un changement de législation si, par ailleurs, vous êtes si par ailleurs donc vous avez uniquement en considération n'est-ce pas, eh bien, sauver les vies humaines, faire en sorte que les gens échappent le plus possible à la maladie, etc. etc. Ben, il en va de même dans la migration. Un certain nombre de changements législatifs accomplis au titre des droits, et notamment la façon dont on a dégagé les titres, le droit au regroupement familial, n'ont pas été décidés par le Conseil d'État en fonction des conséquences sur les volumes de migration des décennies futures. Mais c'est la même chose, par exemple, aux États-Unis, quand les droits civiques ont été promulgués en 1965 et quand la loi Hart-Celler, donc qui est la grande loi d'immigration de 1965, a été proclamée, eh bien, on n'avait pas prévu que ce seraient surtout les hispaniques qui en profiteraient et qu'il y aurait finalement, au bout du compte, 11 à 12 millions de Mexicains aux États-Unis. Donc là encore, de façon générale, effectivement, dépendance actuelle par rapport au passé, voilà l'interprétation courante. Je suis je ne suis pas très convaincu par cet argument parce que je pense qu'en réalité, quand on regarde l'histoire, y compris l'histoire législative et juridique,
il y a régulièrement, le débat est régulièrement reposé, il y a régulièrement des gens qui estiment qu'il faudrait modifier la législation, qu'il faudrait supprimer les privilèges de tel ou tel pays, c'est régulièrement remis en question, et au fond, on demande constamment aux pays, mais aussi aux autorités judiciaires, de confirmer ou non les principes juridiques qui ont été affirmés à un certain moment. Ces principes ne sont pas simplement fixés une fois pour toutes, ils sont régulièrement revisités, réinterprétés, réaménagés, et je vous ai parlé notamment de la façon dont la Régistique 78 a été en quelque sorte absorbée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'autre raison pour l'autre dépendance qui a été finalement observée, qui est la continuation de celle dont je viens de parler, c'est qu'au fond, on s'est retrouvé en face d'un acteur beaucoup plus puissant que ce qu'on prévoyait, et cet acteur, il s'appelle tout simplement la famille. C'est-à-dire que on observe finalement dans les migrations un peu l'équivalent de ce qu'on observe dans d'autres domaines, comme les inégalités à l'école ou la mobilité sociale. On a beau faire, on a beau travailler à réduire les inégalités scolaires à l'école, les familles sont suffisamment puissantes avec leur héritage culturel, avec leurs moyens, etc., pour déjouer en quelque sorte tous les programmes de réduction des inégalités. Ça, c'est le pouvoir des familles. La mobilité sociale, de façon générale, dépend aussi considérablement de la capacité des familles à transmettre leur héritage ou de la capacité des familles à des personnes à se marier à des niveaux sociaux équivalents. Et face à ces phénomènes très profonds, à ces phénomènes sociologiques très profonds, les instruments de l'État sont assez faibles. Et au fond, en matière de migration, la persistance des réseaux familiaux, la solidarité de la famille et le droit de la famille, le droit à vivre en famille, s'est avéré quelque chose de beaucoup plus puissant que ce qu'on pensait. Je vous ai, il y a déjà quelques années, rappelé à quel point Douglas Massey, après avoir exploré à la tête d'un comité international très, très divers tous les ressorts possibles de la migration, y compris la globalisation, y compris les modèles économiques, y compris les modèles familiaux, et bien finalement est arrivé à la conclusion qu'au fond, ce qu'il y a de plus efficace dans la production des courants migratoires, c'est ce qu'il appelait le capital social. Mais ce qu'il appelait le capital social, quand on y regardait de près, quand on regardait les indicateurs qu'il utilisait pour le mesurer, ce n'était pas le capital social à la Bourdieu, ce n'était pas le capital social des élites qui concentrent en quelque sorte leur énergie sociale la plus sélective. Non, c'était tout simplement les relations entre frères et sœurs, entre parents et enfants, c'était tout simplement les liens familiaux. C'est la parenté, tout simplement, les liens de parenté, avec évidemment une solidarité très forte. Ce que Massey a théorisé sous l'idée de migration chain, de chaîne migratoire, qu'en France, autrefois, les géographes de l'exode rural appelaient les filières migratoires. Donc, il y a là une puissance dont on avait sous-estimé les faits et qui explique que, en grande partie, toute migration de travail, à un certain moment, c'est ce que nous avons observé en Occident, finit par se traduire en migration familiale, par se solder par la montée en puissance d'une seconde génération, d'une troisième génération. Alors, les chercheurs qui travaillent sur des pays étrangers, pour l'instant, ne sont pas très convaincus par cette idée-là. Ils citent toujours l'exemple des pays du Golfe, par exemple, qui serait un contre-exemple à cette histoire. Moi, je ne suis pas convaincu que les pays du Golfe vont éternellement pouvoir utiliser de la main-d'œuvre purement rotative, sans regroupement familial. On voit déjà que le système du sponsor, qui sépare les travailleurs du reste de la société, est en train d'être mis en cause dans un certain nombre de pays du Golfe Persique, et les choses là risquent encore d'évoluer dans les prochaines décennies. Et puis il y a un autre acteur qui est souvent incriminé par les politiques qui essaient de comprendre pourquoi leur système législatif ne marche pas, c'est qu'il y a des passe-droits, il y a des contrevenants, et là les passeurs
sont évidemment la cible de toute une série de programmes. Et on comprend bien, mais en réalité, quand on regarde un peu toute l'étendue des formes de passage, une bonne partie, c'est la création d'un marché du passage, qui tient au fait que les frontières ont été de plus en plus fermées. Si les frontières avaient été ouvertes, évidemment, le marché du passage ne serait pas aussi fructueux. Donc plus on ferme les frontières, plus on enrichit les passeurs, et cette logique perverse est souvent très mal comprise. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre les passeurs, notamment ceux qui font du trafic humain en laissant en mer des personnes qui viennent de payer leur passage, mais il est certain que le marché du passage est plutôt une conséquence de la politique migratoire qu'une cause des flux migratoires. Et quand vous regardez la migration transatlantique à la fin du XIXe siècle, il y a toute une littérature officielle ou bien pensante de dénonciation des passeurs. Et qu'est-ce que c'était les passeurs à l'époque? Eh bien, c'était les compagnies de navigation qui faisaient une publicité du tonnerre pour que les Européens, n'est-ce pas, puissent migrer vers le Nouveau Monde. Donc on voit bien que la notion de passage, n'est-ce pas, est quand même assez complexe. Il y a un marché du passage lorsqu'il y a une demande. Et cette demande, elle a été forte parce que les aspirations étaient effectivement relativement fortes. Quand on regarde, et c'est une autre chose que j'ai soulignée dans mon travail de cette année, un aspect important des migrations, ce sont des politiques migratoires, identitaires. On a des exemples que j'avais signalés de migrations qui sont enclenchées par la formation des États, les échanges de population quand l'Inde et le Pakistan se séparent, les échanges de population lorsque la Turquie de Kemal Atatürk élimine ces minorités grecques. Tout ceci déclenche des migrations qui sont vraiment liées à la formation de l'État. On a de la même façon la scission du Nord-Soudan et du Sud-Soudan ont déclenché des migrations entre les deux parties du pays. Bon. Il y a des migrations qui ont été notamment déclenchées par la chute du système soviétique, puisque les minorités qui étaient en fait des colons russes établis dans les pays baltes, dans les pays d'Europe centrale, eh bien, une bonne partie sont rentrés en Russie. Ça a déclenché des migrations. Et puis une autre partie ont accepté de devenir des citoyens des nouvelles entités nationales, mais pendant un certain temps ont été comptés comme des immigrés. Donc les gens qui sont restés sur place, en fait, avaient été comptés comme des immigrés. Donc oui, il y a des mouvements, ou des non-mouvements d'ailleurs, il y a des créations de migrants qui sont liées à la formation des États, des scissions d'États, des indépendances d'États par rapport à des blocs comme le bloc soviétique. Mais il y a aussi toute une vision de la politique migratoire, une vision identitaire de la politique migratoire qui est liée à la peur de ce qu'aujourd'hui on appelle le remplacement des populations. J'en ai parlé longuement à propos du rapport de l'ONU sur les migrations de remplacement. Et finalement, j'ai décrit l'histoire de ce rapport, la réception de ce rapport, mais au fond, je ne me suis pas prononcé sur le fond du problème. Quand vous lisez ce qu'ont écrit finalement les démographes, je pense notamment aux démographes de l'Institut Max Planck, aux démographes de l'Institut Wittgenstein à Vienne. Il y a un grand article de Wilson, Sobotka et compagnie qui a été publié en 2012 sur ce sujet. Au fond, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs réactions face à l'idée du remplacement des populations natives par des migrants. D'abord, expliquent ces auteurs, il y a le remplacement général au niveau de la population, et puis il y a le remplacement au niveau des naissances. Ce n'est pas tout à fait la même chose, il faut distinguer les deux aspects. Mais bon, ce que racontent par exemple Wilson et Sobotka, qui prennent des exemples absolument dans tous les pays d'Europe, c'est qu'effectivement, il y a des pays où la population décline,
Et d'une certaine manière, la seule façon de croître encore pour ces pays-là ou de diminuer le déclin, c'est l'appel à la migration. C'est un peu compliqué parce que ça peut être aussi des retours de migrants, enfin, la chose n'est pas toujours facile à distinguer. Face à ce phénomène, quelles sont les attitudes possibles? Eh bien, il y a des chercheurs qui, examinant la thèse du grand remplacement, y compris dans le cas de la France, disent, bon, au fond, oui, il y a un grand remplacement, et alors? Cette thèse elle est représentée par toute une série de chercheurs que je connais, que je fréquente, qui consiste à dire, oui, la composition de la population évolue. Si on fait des projections sur les changements actuels pendant quelques décennies, des minorités peuvent devenir des majorités. Et ça, c'est la grande obsession américaine, comment localement, n'est-ce pas, vous avez des minorités qui peuvent devenir majoritaires. Les États-Unis ont un système électoral qui fait que les circonscriptions sont redécoupées, les circonscriptions électorales, en fonction de la façon dont évoluent les rapports entre majorité et minorité. Il y a des minorités qui deviennent majoritaires, il y a inversement des majorités qui deviennent minoritaires. Enfin bon, les deux évolutions existent. Et les États-Unis scrutent de façon extraordinairement précise l'évolution des minorités et des majorités, avec le fait qu'évidemment, ça dépend beaucoup de la façon dont c'est défini les catégories. Et comme ces catégories sont généralement des catégories déclarées au moment du recensement, self-reported, on voit à travers le temps certaines minorités qui ont du succès. Par exemple, au Canada, il y a beaucoup plus de personnes qui se déclarent natives, amérindiens, maintenant qu'il n'y en avait autrefois. Ça n'était pas noble il y a 30 ans, ça devient maintenant distinctif, etc. De la même façon, la référence aux minorités pacifiques et hawaïennes aux États-Unis, aux minorités amérindiennes, etc., également fortement progressé aux États-Unis, alors sans rapport véritable avec l'évolution proprement démographique des minorités en question, ce qui montre que, évidemment, tout ceci a une part de subjectivité, mais seulement une part. Donc, première attitude, oui, la composition des populations change, et, mon Dieu, où est le problème? Est-ce qu'après tout, toute population ne va pas évoluer forcément, et pourquoi la composition actuelle d'une population devrait être absolument fixe pendant des siècles? Nous sommes le produit de migrations anciennes, et il n'y a pas de raison qu'un jour ça ne change pas. Enfin, voilà le raisonnement qui est tenu. Il y a un second raisonnement qui consiste à dire oui, il y a un grand remplacement, mais c'est un phénomène absolument inévitable, il faut tout faire pour le contrer. Et on a des exemples de démographes de niveau européen qui sont un peu dans cette posture-là. David Coleman, qui a été longtemps professeur de démographie à Oxford, a écrit toute une série d'articles qui expliquent que finalement nous vivons une troisième transition démographique. La première transition démographique, c'est la baisse systématique des taux de fécondité et des taux de mortalité qui font qu'on passe d'un équilibre à un autre équilibre. Ça, c'est le mouvement classique dont on pensait qu'il allait prendre le monde entier. La seconde transition démographique, eh bien, c'est celle qui a surgi dans les années 70, en commençant par des pays comme l'Allemagne, la Hongrie, etc., et qui se traduit par le fait que les unions sont plus rares, les naissances sont décalées, il y a plus de décès que de naissances, et finalement, c'est uniquement par la migration que les populations peuvent continuer de stabiliser leurs effectifs. Cette seconde transition démographique, elle a envahi la quasi-totalité du monde occidental, mais aussi du monde asiatique, du monde latino-américain. La Chine, aujourd'hui, est en pleine seconde transition démographique. Mais Coleman donc, théorise une troisième transition démographique, et là, il n'a pas été suivi par la plupart des professionnels de la démographie. C'était une tentative qui est restée isolée. Coleman dit nous avons une troisième transition démographique où, effectivement, puisque
nous sommes en dessous du seuil de remplacement en termes de fécondité, eh bien, ce sont les migrants qui vont finalement assurer l'équilibre des générations. Et vous vous souvenez que c'était non seulement la théorie, mais le désir, le souhait formulé par Alfred Sauvy en 1946, quand il ne connaissait pas encore la réalité du baby-boom. L'idée, c'était pour rétablir l'équilibre des générations, puisque nous avons un déficit structurel des naissances, faisons appel à de jeunes migrants et faisons appel à des familles qui pourront se reproduire et qui feront de bons Français. Voilà, mais évidemment, David Coleman, quand il décrit cette situation-là, un peu, c'est Oxford sur Soweto, quoi. Enfin, c'est l'idée qu'il insiste beaucoup sur le fait que l'identité culturelle de l'Angleterre va finalement être radicalement modifiée, et il décrit tout ça dans des termes qui ne sont pas apocalyptiques, parce que c'est quelqu'un qui a toujours un ton assez mesuré, qui garde une certaine distance ironique par rapport à ses propres écrits, mais Coleman a été le conseiller démographique de mouvements qui étaient très très droitiers en Angleterre, comme Migration Watch, qui consistait à critiquer systématiquement toutes les statistiques officielles pour insister sur le danger que fait peser l'immigration à la société britannique. Et puis, il y a une troisième attitude possible vis-à-vis du grand remplacement, alors, qui est peut-être, moi j'hésite un peu forcément, hein, mais qui est en gros celle à laquelle dont je me sens le plus proche, qui consiste à dire, oui, il y a un changement important de composition de la population, mais n'oublions pas, quand nous faisons des projections démographiques, qu'en réalité, il y a des phénomènes de convergence à terme. Et il y a des phénomènes de mixité. Alors, c'est très difficile de les modéliser. C'est difficile de les modéliser, mais nous pouvons, par exemple, nous constatons, et c'est tout à fait clair, que les effets de la migration sur la fécondité ou la natalité des pays de destination sont beaucoup plus faibles que ce qu'on aurait pu croire a priori. On a un effet important dans les naissances, on a une fraction de plus en plus importante des naissances qui, en France, alors évidemment, si on se concentre dans certaines régions comme le bassin parisien, c'est vraiment très net, sont liées à des étrangers, mais les étrangères étant une partie seulement de la population, l'effet sur le taux de fécondité n'est pas aussi fort. Et du coup, ce qu'on observe très bien, c'est que lorsque de jeunes femmes, par exemple, originaires du Maghreb, des fillettes, enfin, arrivent à l'âge d'1 an ou de 0 ans, comme disent les démographes, eh bien, au fil du temps, et on a suffisamment de recul maintenant grâce aux enquêtes rétrospectives de l'INSEE, elles ont aligné leur niveau de fécondité sur le niveau de fécondité de la population native. C'est-à-dire qu'il suffit d'une génération pour que les enfants de la migration maghrébine rejoignent le taux de fécondité de la population native. Ça se fait en une génération. Et lorsqu'on regarde les rares enquêtes longitudinales qui montrent à travers le temps comment progressent les comportements, il y a un rapprochement avec la population native qui est assez net. Bon, le problème est un peu plus compliqué, et c'est à Laurent Toulmont, démographe de l'INED, qu'on doit d'avoir découvert l'ampleur de ce phénomène. C'est qu'il y a un paradoxe qu'on a observé beaucoup dans les années, à partir des années 80, quand la proportion de migrants a augmenté de façon assez sensible un peu partout en Europe, y compris en France, c'est que pour un certain nombre de nationalités, le taux de fécondité était plus important dans le pays de destination qu'au pays d'origine. Je m'explique. La logique voudrait que finalement, lorsqu'on migre, par exemple, du Sénégal vers la France, eh bien, les migrantes aient un taux de fécondité qui soit intermédiaire, situé quelque part entre le taux de fécondité sénégalais et le taux de fécondité français. N'est-ce pas ?
parce que, influencés par le pays de destination, peut-être aussi parce qu'il y a une migration sélective qui fait que migrent vers la France les personnes qui sont déjà le plus proches culturellement de la France. Enfin, il y a des raisonnements de ce genre qui ont pu être tenus par certains économistes. Or, ce qu'on observe dans un certain nombre de cas, pas dans toutes les nationalités, c'est qu'il arrive, et globalement c'est vrai, que les migrantes qui entrent en France, finalement, soient plus fécondes que dans leur pays d'origine. On a observé que, par exemple, les Mexicaines aux États-Unis sont plus fécondes que les Mexicaines au Mexique, que les Algériennes en France sont plus fécondes que les Algériennes en Algérie. Bon. Alors que leur situation migratoire devrait les situer quelque part entre les comportements de la société d'origine et les comportements de la société de destination. Comment expliquer ça ? Un chercheur d'origine française d'ailleurs, mais qui est américain, Michael Eveline, professeur à Chicago, s'était intéressé au Mexican Paradox, et lui, il l'avait, donc ça s'écrit H-E-U-V-E-L-I-N-E, Eveline, mais lui, il a expliqué d'une étrange façon. Il a expliqué qu'en réalité, si les Mexicains étaient aussi féconds aux États-Unis et même plus féconds que les Mexicains au Mexique, c'est parce que d'une certaine manière, ils entraient dans le système hiérarchique racial américain où ils occupent une place particulière et à ce moment-là, toute minorité est un peu plus féconde que la majorité parce qu'elle a besoin de s'affirmer, parce qu'il y a des attentes de l'ensemble de la société sur son comportement. Et en gros, vous voyez, la théorie est un peu flottante quand même. Ce serait une sorte d'impact, d'effet de la structure hiérarchique ou la structure raciale des taux de fécondité qui ferait que les Mexicains changeraient de comportement une fois la frontière franchie. Et en disant cela, il réfute une théorie qui existait aussi à son époque, et là je crois qu'il a raison de la réfuter, consistant à dire que les Mexicains sont imbus d'une idéologie nataliste qui viendrait de leur pays d'origine. Quand ils arrivent aux États-Unis, ils ont des conditions meilleures que celles de leur pays d'origine, et donc ils sont capables de mettre en action leur natalisme. Ils ont les moyens de rendre leur natalisme effectif aux États-Unis plus qu'ils ne l'avaient au Mexique. Avec l'idée évidemment que tout ceci est possible parce que les populations en question pratiquent une certaine contraception, un contrôle de naissance, pas nécessairement par des méthodes modernes de contraception, ça peut être des méthodes traditionnelles du genre retrait évidemment, mais enfin voilà un peu l'idée d'Eveline. Donc il n'y aurait pas de natalisme importé du pays d'origine qui serait favorisé par l'amélioration de la condition au pays de destination. Il y aurait en fait une influence, mais il présente ça comme une hypothèse, il n'en est pas totalement sûr, de la structure raciale des taux de fécondité aux États-Unis. Puisque au Mexique, il n'y a pas en fait, alors c'est quand même plus compliqué que ça, mais il n'y a pas de hiérarchisation sociale des taux de fécondité au Mexique. Il y a, alors que c'est aux États-Unis que les Mexicains découvrent l'ampleur de la hiérarchie, voire de la ségrégation raciale. Cette théorie n'est pas très convaincante, on ne peut pas dire qu'elle était réellement démontrée, elle se présente elle-même comme une hypothèse, et elle a été assez radicalement démentie, si ce n'est balayée, par le travail de Laurent Toulmont, qui a été donc mené dans les années 90 et dont on trouve plusieurs publications dans les publications de l'INED, notamment un numéro de Population et Société, qui explique la chose suivante. Il constate, alors ce qu'il utilise comme source, c'est l'enquête famille de l'INSEE. L'enquête famille de l'INSEE, c'est une enquête rétrospective, c'est une enquête biographique. C'est une enquête qui enregistre les naissances des femmes avant l'entrée sur le territoire, donc des femmes immigrées, avant l'entrée sur le territoire et après l'entrée sur le territoire. C'est une enquête qui peut décomposer la fécondité des mêmes personnes entre la fécondité antérieure au territoire et la fécondité postérieure. Ce que l'état civil ne permet pas. Si vous étudiez les différences de fécondité uniquement à partir de l'état civil français, vous n'étudiez que la fécondité sur le territoire français.
Et donc vous tronquez les comportements de fécondité des femmes étrangères, puisque vous n'avez pas la fécondité qui a lieu avant l'entrée sur le territoire. Or, il se trouve, et c'est ça la découverte, que à âge égal, lorsque les jeunes immigrés, les femmes immigrées, on va prendre les femmes comme critère, mais on pourrait le faire aussi sur les hommes, lorsque les femmes immigrées entrent sur le territoire en France, elles sont moins fécondes, au sens démographique du terme, elles ont moins d'enfants que les natives. Pourquoi? Parce qu'elles ont attendu de franchir la frontière pour avoir leurs enfants. Il y a un effet de seuil. La migration, en réalité, et c'est ça qui rend compliquée l'étude démographique de la migration. La migration, c'est la concentration dans un petit espace de temps assez limité de plusieurs événements. On se marie, on migre, on a des enfants, et là, c'est assez compliqué. Est-ce qu'on migre pour se marier? Est-ce qu'on se marie pour migrer? Il y a eu des tentatives de modèles statistiques, je pense au modèle de Daniel Courgeot par exemple, pour essayer d'utiliser la séquence chronologique de tous ces événements afin d'en déduire la causalité. Est-ce qu'on n'est-ce pas, on se marie pour pouvoir migrer ou est-ce qu'on migre pour pouvoir se marier? C'est indécidable en réalité. C'est indécidable parce que la succession chronologique des événements est brouillée par le fait que les personnes ont des anticipations. Il y a des comportements d'anticipation qui font que la causalité finale, ça existe dans les comportements des gens et ce n'est pas simplement l'événement antérieur qui explique l'événement postérieur. C'est plus compliqué que ça. On peut réfléchir à un événement postérieur et pratiquer l'événement antérieur en conséquence de ce qu'on perçoit par la suite. Et donc c'est l'après qui gouverne l'avant et pas nécessairement l'avant qui gouverne l'après. Et donc les modèles statistiques ont beaucoup de mal à pouvoir différencier tout cela. Qu'est-ce qui se passe finalement? Eh bien, les jeunes femmes immigrées qui entrent en France sont sous-fécondes, elles ont moins d'enfants que les natives au moment d'entrée, elles ont été moins fécondes à âge égal que les natives françaises, si vous prenez l'exemple de la France, mais ensuite elles se rattrapent. Elles se rattrapent et elles surcompensent la sous-fécondité d'avant l'entrée sur le territoire par une surfécondité d'après. Et au total, elles sont plus fécondes, effectivement, quand on regarde l'ensemble des naissances qui sont survenues sur les territoires. Mais si vous mesurez leur fécondité en tenant compte uniquement de la fécondité sur le territoire français, eh bien, vous surestimez leur fécondité. Vous la surestimez parce que vous ne prenez pas en compte la sous-fécondité d'avant. Vous faites comme si, dans le calcul du taux de fécondité, qui consiste à projeter sur une vie féconde entière ce qui se passe dans quelques années, vous faites comme si elles étaient, pendant toute leur vie féconde, des femmes en train d'entrer sur le territoire et de constituer leur famille. Vous voyez la subtilité du problème. Donc, quand on corrige la fécondité des femmes en tenant compte de la sous-fécondité d'avant l'entrée sur le territoire, on réduit au total la fécondité des migrantes. Alors, ceci est très lié à la législation qui existe sur le territoire. Vous avez, par exemple, de la part des Mexicaines, l'idée que si j'attends pour avoir mes enfants d'entrer sur le territoire, alors mes enfants seront, dès la naissance, seront américains. En France, c'est plus compliqué que ça. Il faut, comme vous le savez, attendre la majorité, attendre l'âge de 13 ans ou de 15 ans ou de 18 ans, selon les cas, selon que les parents le demandent, que l'enfant le demande, selon qu'on attend que ça se fasse automatiquement. En tout cas, il y a dans les deux cas, le droit du sol favorise ce comportement d'attente de la fécondité, de report de la fécondité après l'entrée sur le territoire. Et il y a une partie des couples qui forment leur projet de migration en fonction de ce calendrier-là, qui se dit, voilà, nous allons nous marier, nous allons migrer, et nos enfants, nous les aurons seulement une fois que nous serons relativement installés et stabilisés. Ce comportement n'est pas systématique, mais il est suffisamment fort pour que ça commande
l'évolution des taux de fécondité au cours du temps. S'ajoute à cela une autre variable qui a été mise en évidence par Laurent Toulmont, c'est l'âge des femmes au moment d'entrer sur le territoire. Si elles entrent à l'âge de 20 ans, 22 ans, elles vont avoir un comportement de fécondité proche de celui du pays d'origine. Elles n'ont pas été socialisées en France, mais dans le pays d'origine, et leur comportement de fécondité va être très proche de celui du pays d'origine. Mais si elles entrent jeunes, si elles entrent enfants, si elles entrent évidemment dès l'âge d'un an par exemple, eh bien à ce moment-là, l'enquête famille montre que leur comportement de fécondité va s'égaliser, va se rapprocher, voire être identique à celui du pays de destination, à celui des natives. Donc le phénomène que j'ai expliqué, les femmes qui attendent d'entrer en France pour avoir leurs enfants, se combine aussi avec la question de l'âge auquel elles entrent sur le territoire pour pouvoir mener à bien leur projet de fécondité. Alors, vous voyez que tout ceci, j'espère vous l'avoir expliqué aussi simplement que possible, mais enfin, pas facile de l'expliquer à des journalistes en 2 minutes, par exemple. Pas facile de l'expliquer dans le débat politique. Il y a une surestimation de l'écart de fécondité entre les immigrés et les natifs, dû au fait qu'on oublie, n'est-ce pas, de prendre en compte la sous-fécondité avant l'entrée sur le territoire. Mais évidemment, le phénomène le plus important, c'est celui de la convergence, c'est le fait que, eh bien, avec le passage des générations, les comportements s'alignent les uns sur les autres. Donc, personnellement, quand on me parle de grand remplacement, je suis d'accord avec le fait qu'effectivement la composition de la population change, évolue au fil du temps, mais ça me paraît inévitable, c'est le fait de tous les pays européens. L'Europe est un grand pays, un grand continent d'immigration, au même titre que les États-Unis. Mais la façon dont le processus s'établit, sa progressivité, les durées qui permettent, n'est-ce pas, le rapprochement des comportements sont telles qu'en réalité, la mixité sera possible, pas immédiatement, pas tout de suite, et l'alignement des comportements, l'alignement culturel du comportement sera possible également, ce qui fait que ce n'est pas simplement une population qui en chasse une autre. C'est une population qui s'ajoute à une population préexistante et qui peu à peu va se mêler à elle et ressembler à la population native. Ce qui veut dire que moi je ne fais pas de démographisme, au sens où je ne pense pas que tout soit affaire de nombre, que tout est lié au nombre. Je pense que l'évolution des comportements est quelque chose à prendre en compte. Je terminerai par une petite dizaine de minutes sur C'est bien ça, j'ai encore une dizaine de minutes devant moi. Vous ne savez pas, bien moi non plus, mais ça ne fait rien, je vais continuer. Sur le fait que, finalement, je l'avais évoqué dans le tout premier cours, l'explication de tout ce phénomène est quand même beaucoup plus complexe qu'on ne pense. La façon dont la migration de travail dérive vers la migration familiale et peut prendre des formes complexes, mais en gros, je ne pense pas que la variété des systèmes migratoires qu'on observe de par le monde signifie systématiquement que notre vision d'immigration soit occidentalo-centrée et devrait être radicalement révisée. Et je voudrais terminer sur ce point. Je signale à votre attention un très bel article publié dans le magazine de la recherche de Sciences Po, qui est une revue en ligne. Cette revue s'intitule Cogito. Et le 16 novembre dernier, donc c'est tout récent, le 16 novembre 2020, Hélène Thiolet, Thio2LET, donc a publié un article qui s'intitule « Déconfiner les politiques migratoires », lacunes et biais des débats scientifiques. Il s'agit de dénoncer l'ethnocentrisme
de notre vision des politiques migratoires, d'essayer de documenter les cas peu étudiés de politiques migratoires dans le monde en développement, et Hélène Thiollet est une spécialiste de la Corne de l'Afrique et une spécialiste des migrations dans le Golfe Persique. Il s'agit de dire aussi qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse. Il y a l'État, il y a l'individu, il y a la famille, il y a le marché du travail, l'entreprise. Mais tout cela, nous avons vu que c'est déjà pris en compte, mais c'est la question des échelles. Il y a l'idée aussi qu'il y a une dichotomie entre les nationaux et les migrants qui est surestimée et qu'il faut la relativiser. Mais je pense qu'effectivement, c'est ce que nous avons fait au cours de notre cours. Et de façon générale, et là elle a tout à fait raison, on surestime, on étudie beaucoup trop l'immigration dans les pays occidentaux du point de vue des pays occidentaux, et pas assez, évidemment, la question des migrations vue depuis les pays d'origine. Mais de plus en plus de recherches se font là-dessus, et c'est ce que j'ai essayé d'ailleurs de valoriser dans les invitations aux séminaires qui ont accompagné ce cours. Elle considère également que les États ne sont pas toujours la principale unité d'analyse, mais c'est vrai qu'il existe des ensembles étatiques ou qu'il existe des filières ou des réseaux qui peuvent traverser les États ou qui sont soit infra-étatiques, soit supra-étatiques. Mais enfin, l'expérience de l'asile depuis 2015 nous a montré que l'État a un pouvoir considérable dans la régulation des migrations extraordinaires, celles qui sont liées au refuge. Et par conséquent, j'avais cité l'article de Fiona Adamson et Gerasimos Tsourapas qui avait essayé d'enrichir la typologie des politiques migratoires de la gestion des migrations en Europe en tenant compte de la diversité des acteurs et de la diversité des points de vue, origine et destination. Je crois qu'elle a raison. J'espère que je l'ai quand même un petit peu esquissé tout au long de ce cours. Et c'est vrai qu'elle insiste aussi sur le fait que c'est parfois la mobilité qui fait les États, comme dans les échanges de population à la suite du remaniement des États, et pas nécessairement l'immobilité. Et beaucoup de chercheurs aussi, et j'ai participé avant-hier et hier soir à un colloque à distance avec des collègues américains, il y a l'idée aussi que la circulation et la migration devraient être, que toutes la question des politiques migratoires doit être complètement bouleversée par la prise en compte d'un concept beaucoup plus général de la mobilité. Je comprends cet intérêt, je comprends qu'il faille élargir le périmètre des mobilités aux migrations intérieures. La Chine, par exemple, en donne un exemple évident. Mais enfin, je pense qu'il faut faire les deux à la fois, puisque finalement, globalement, quand on regarde la démographie qui reste un socle de tout cela, eh bien, il y a à peu près les 2/3 des migrants qui finissent par se fixer, par s'installer, par fonder une famille, par entrer dans la composition du pays de destination. Et puis il y en a un tiers qui repartent. Et beaucoup des départs actuels, c'est plutôt des départs de retraite, qui laissent des enfants sur place, qui contribuent à la migration de peuplement. Donc nous avons à la fois de la migration de circulation et de la migration de peuplement, et les politiques migratoires, effectivement, ne doivent pas pratiquer le déni, mais accepter que finalement, on ne peut pas se contenter d'une politique purement de circulation, qui serait purement à notre avantage, qui serait une politique purement intéressée. Il y a nécessairement dans la dynamique migratoire une logique interne avec laquelle il faut composer, qui remonte au passé, qui est une dynamique de longue date, et que les politiques ne sont pas libres de guider à leur guise. Merci pour votre attention et donc rendez-vous à l'année prochaine si vous êtes suffisamment résiliente ou résilient.